C'est le piège russe pour bloquer la contre-offensive ukrainienne. Moscou a bâti un mur d'explosifs sur toute la ligne de front pour empêcher les soldats ukrainiens de progresser. Obus, munitions non explosées, des mines antipersonnelles, des mines anti-chars. Est-ce un obstacle insurmontable pour Kiev? Nous allons en débattre avec nos invités. Accueillons le général François Chauvency, bonjour, consultant géopolitique pour LCI. Magali Barthès, bonjour, notre spécialiste des questions internationales sur LCI. Évidemment, Catherine Gentine de Calcode, bonjour, éditorialiste internationale sur LCI, ancienne correspondante aux États-Unis. Arlette Chabot, bonjour. Soyez également la bienvenue. Avant de vous entendre, partons sur le terrain du conflit. Retrouver Charline Hurel. Bonjour Charline, notre envoyée spéciale en Ukraine. Charline, les mines russes, c'est l'un des principaux défis pour l'armée ukrainienne. Les mines russes, c'est l'un des principaux défis pour l'armée ukrainienne. C'est cela, c'est un défi extrêmement important et extrêmement compliqué. Vous le savez, maintenant on le dit, l'Ukraine est le pays le plus miné au monde. Alors déjà, pour vous prendre un exemple, parce que c'est ce que nous avons vécu hier en reportage, nous étions pas sur la ligne de front, mais nous étions dans une zone extrêmement minée. À chaque pas, nous avancions avec des sueurs froides, parce que nous ne savons pas, lorsque nous mettons un pied, si le prochain pas va être celui qui va nous faire exploser. Alors comprenez, quand on vous dit cela, ce qu'il se passe sur la ligne de front, notamment sur le front sud, qui est la région la plus minée d'Ukraine. Les militaires nous disent c'est l'une des raisons pour laquelle nous n'arrivons pas aussi à avancer, c'est parce qu'il y a des mines absolument partout. Alors le travail, imaginez-vous, première chose, il y a des bombardements en permanence, l'aviation russe qui bombarde les positions ukrainiennes, il faut par-delà avancer, et lorsque vous avancez, il faut aussi faire attention aux mines. Un exemple sur ce front sud, par exemple, sur ce qu'on appelle la ligne 0, donc la ligne de contact, il y a certains véhicules blindés qui ne peuvent même pas y arriver. C'est-à-dire que les troupes au sol doivent faire plusieurs kilomètres à pied pour y aller, tout cela en raison des mines. Donc vous comprenez bien tout le challenge, comme nous disent ces militaires ukrainiens, à la fois de parvenir à avancer avec ces champs de mines et puis ensuite de déminer tout cela avec le front en permanence, ces bombardements, comme je vous le disais. Donc vous comprenez bien que la situation est extrêmement compliquée pour ces militaires ukrainiens. Merci beaucoup Charline Hurel avec Charlotte Lefetté, nos envoyées spéciales en Ukraine. Faites attention à vous, ce n'est pas nouveau depuis le début de la guerre, mais cette opération champ de mines menée par les Russes ne cesse de prendre de l'ampleur. Un quart du pays est miné, voilà ce que dit le chef du gouvernement ukrainien. Aujourd'hui, environ 174 000 km² restent potentiellement contaminés en Ukraine. Il s'agit d'une zone immense dont le déminage peut prendre des décennies. L'Ukraine va le faire dans les années à venir. Selon l'estimation de la Banque mondiale, plus de 37 milliards de dollars devraient être dépensés pour nettoyer le territoire miné. C'est énorme. Est-ce que c'est le principal obstacle à la contre-offensive ukrainienne, général ? Non, mais ça y contribue largement parce que quand vous avez des lignes de défense très longues, en gros 1000 km² hors Biélorussie, quand vous avez quand même un manque d'effectifs du côté russe, parce que les effectifs qu'on devine, c'est quand même pas si énorme que ça sur une telle superficie, sur une telle ligne de front. Finalement, à quoi servent les mines? Ça sert finalement à compenser le manque de ressources humaines d'un côté, mais aussi à permettre à du matériel moins performant finalement de pouvoir intervenir contre l'agresseur, en l'occurrence ukrainien contre les Russes. Donc il s'agit bien effectivement de ralentir la progression ennemie, parce que quand vous savez que vous allez dans un champ de mines, vous faites attention, déjà, vous savez que vous pouvez exploser. Ça ne veut pas dire qu'on meurt, attention, ça veut dire que ça met le matériel je parle de mines anti-chars. Ça veut dire que le matériel, effectivement, est détruit et que, l'équipage doit s'échapper. Voilà. Mais quand on voit le terrain, tout le terrain qui nous a été présenté, de toutes les images que nous voyons, on voit que c'est un terrain plat, sur de grandes distances. Et on voit bien que c'est un terrain à chars. Comment empêcher que ces chars puissent progresser? Il n'y a pas 36 solutions. En fait, la mine, on redécouvre l'utilité de la mine, sachant qu'en plus, ce n'est pas cher. C'est 3-5 $ peut-être une mine assez sommaire, anti-char. Si vous rajoutez en plus de ça des mines antipersonnelles contre des fantassins qui pourraient essayer de déminer, ça peut aussi renforcer la sécurité. Et puis, ce dont on parle aussi, ce n'est pas uniquement les mines. C'est aussi toutes les explosifs, enfin tous les déchets de tir, comme on dit, obus et autres, qui n'ont pas explosé. Dans tous les armements, quels qu'ils soient, vous avez des déchets de tir, des obus qui n'explosent pas,
à l'arrivée au sol. Et ça fait partie aussi de la menace, c'est-à-dire que 30 à 50% de ces munitions non explosées contribuent finalement à polluer le terrain. Oui. Alors, vous avez d'un côté la guerre, la question que vous avez posée, mais d'autre côté aussi la dépollution, comme on l'appelle, dans le reste du territoire, où effectivement il faut des équipes spécialisées qui vont en gros à 50 mètres carrés par démineur par jour, essayer de déminer pratiquement soit avec des moyens techniques qui existent peu, ou bien, je dirais, on a des pics pour le faire, hein, donc c'est manuel pratiquement, c'est un temps énorme, mais vous mettez dans cet environnement aussi bien des mines à vocation, je dirais, militaire en termes de destruction, que des munitions qui n'ont pas explosé. Et quand on revient au problème des sous-munitions, même des sous-munitions, ça fait partie de tout cela. Ça fait partie de ces munitions qui n'ont pas explosé pour une partie d'entre elles, même si certaines ont été programmées pour exploser du côté américain, mais n'ont pas précisé ce qu'ils ont donné aux Ukrainiens. Vous parlez des armes à sous-munitions livrées voilà. aux États-Unis. Les sous-munitions, voilà. Donc c'est l'équivalent d'une grenade, en gros, qui se disperse sur un grand espace, dont une grande partie explose au contact de la cible ou d'autre chose, mais une partie n'explose pas. Et tout ceci renforce encore le danger, finalement. Ça, c'est l'aspect, je dirais, général. Et puis au combat, si vous voulez avancer, je reviens à votre question, progresser. Pour progresser, il faut déminer. On ne démine pas sous le feu de l'ennemi, d'une part, et on démine que si on a le matériel pour le faire. Il n'y a pas beaucoup de matériel disponible dans l'armée ukrainienne et dans les autres armées pour déminer sur de grandes surfaces, pour permettre l'avancée d'une unité de char, par exemple. Oui, parce que ce que j'ai lu, c'est que non seulement il y a ces champs de mines qui bloquent l'avancée de la contre-offensive, mais que l'armée russe, quand elle arrive à repérer ces soldats ukrainiens qui sont en train de déminer les territoires, balance aussi des grenades pour faire exploser ce champ de mines, et ça devient un mur de feu et d'explosion. C'est ce que craignent les soldats ukrainiens. Alors, ce n'est pas les notions que j'ai, parce qu'une mine anti-char n'explose pas comme ça. Une mine anti-char... Même sur des munitions qui n'ont pas explosé ? Pas les mines anti-char ? Non, à ma connaissance... Non, je ne crois pas. Enfin, il faudra demander à un démineur. Hein. Mais à ma connaissance, non. Une munition non explosée, vous avez en gros 50% de chance qu'elle soit complètement inerte. Mais vous avez aussi 50% de malchance qu'elle ne le soit pas. Donc, il faut la désamorcer. Donc, c'est obus par obus que vous allez désamorcer ce type de munitions. Maintenant, sur les mines qui sont envoyées, effectivement, il y a plusieurs témoignages qui disent bien, dans le cas d'une progression ukrainienne, qui a réussi donc à faire une percée à un endroit donné, les Russes envoient des mines derrière, finalement, ou sur l'unité qui progresse, ce qui fait que l'unité qui progresse se retrouve dans un champ de mines. Aussi bien des mines d'ailleurs anti-chars, mais là elles sont visibles, donc à la limite on peut arriver à les éviter, qu'anti-personnel, ce qui est un autre problème, parce qu'il y a un mix entre les deux. Voilà, donc effectivement, je dirais que cette dimension militaire de la mine qu'on avait complètement oublié ou qu'on n'avait pas perçu, on découvre dans cette guerre que là les Russes ont été inventifs. Finalement, ils ont compensé le manque d'effectifs, peut-être le manque de capacité en termes d'artillerie aussi et de précision dans leur artillerie. On trouvait une autre méthode pour arrêter des déboulés de chars en les mettant dans des situations telles que l'unité blindée, elle est coincée, elle est complètement coincée, donc elle ne peut que finalement, en gros, exploser parce qu'elle ne peut pas sortir du piège. Donc on est dans la mise en place d'un certain nombre de pièges par les mines, parfaitement instrumentalisés par les Russes. Maintenant, la question, est-ce que c'est fait partout ? Et deuxième question, ça veut dire que la pollution du terrain va être énorme. Et quand effectivement, il est dit 37 milliards de dollars pour dépolluer l'ensemble de l'Ukraine, avec quand même un doute sur la surface qui est exprimée, qui représente comme 25% de l'Ukraine, ce qui semble beaucoup. Mais toutes les zones de combat, forcément, sont polluées. On dit ça, nous, c'est pollué. C'est forcément pollué par des déchets de tir ou des mines réelles. Ça va représenter des dizaines d'années, je dis bien des dizaines d'années pour la dépollution. Et ça veut dire aussi qu'un certain nombre de zones, comme ça on a vu dans d'autres théâtres d'opération, des zones complètement interdites aux civils ou à toute personne, parce que ça ne vaut pas le coup de les déminer, vu le coût que ça représente. Il faut du personnel. Et je conclurai par un dernier point. Ce sont aussi de gros marchés aussi pour des sociétés spécialisées privées. J'avais vu ça il y a quelques années, c'était pour l'Afghanistan, je crois, où vous aviez des dizaines de millions de dollars attribués par l'intermédiaire du service de déminage de l'ONU pour aller déminer des zones, justement. Donc vous avez aussi un chantier financier, oserais-je dire, derrière, parce qu'après la guerre ou pendant la guerre, ça dépend, parce qu'à l'ouest de l'Ukraine, c'est déminable. Il y aura des sociétés privées qui vont trouver un business à faire. On reparlera de l'armement et des contrats qui sont signés en ce moment. Catherine Gentil de Cancode. Oui, alors effectivement, sur la superficie, 25%, enfin un quart du territoire, ça paraît peu probable, vu que les Russes, d'après les derniers chiffres qu'on a en notre possession,
occupe près de 17-18% du territoire ukrainien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une arme, une bombe à retardement, toutes ces mines. Hein, parce que quand on voit par exemple au Cambodge, où la guerre est terminée depuis plus de 40 ans, il y a encore des problèmes de mines et régulièrement, il faut effectivement intervenir pour éviter qu'elles ne blessent ou tuent des civils. Parce qu'en fait, c'est ça le problème de ces mines qui vont rester. Hormis les mines anti-chars, effectivement, qui n'explosent pas quand on marche juste dessus. Mais pour les autres, ça veut dire que le jour où la guerre sera terminée, où les populations vont vouloir revenir dans ces zones dont qu'elles ont dû fuir, eh bien, ce sera un danger quasiment permanent. Donc, c'est effectivement une guerre dont l'Ukraine devra gérer les conséquences durant des décennies. Alors, sauf si d'ici là, effectivement, on trouve des systèmes qui seront plus rapides pour déminer, mais sinon, c'est un peu un travail de fourmi. Hein. Donc, moi, j'avais suivi des unités de démineurs au Kosovo, par exemple. Et c'est vrai que c'est très lent parce que, justement, c'est ce qu'expliquait Charline. À chaque pas, si vous n'avez pas les plans de minage du territoire, évidemment, c'est très rare que vous les obteniez, eh bien, le danger est partout. Donc, c'est vraiment un travail extrêmement minutieux. D'ailleurs, les Français sont parmi les meilleurs du monde. Mais c'est évident que ça va être aussi un retardement pour de nouveau pouvoir exploiter certains sols d'un point de vue agricole. Enfin, pour l'Ukraine, ça va être une question vraiment qui va être douloureuse durant non seulement des années, mais sûrement des décennies. Épreuve que les Alliés ont bien conscience de l'urgence de la situation, de l'enjeu de la décontamination dans cette guerre. La Suisse vient d'annoncer qu'elle allait consacrer plus de 100 millions d'euros au déminage de l'Ukraine, avec une enveloppe qui va permettre de fournir du matériel, évidemment, et de former les démineurs ukrainiens à cette tâche qui semble extrêmement compliquée et lourde.